Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire encore un petit cours sur la robotique humanoïde, notamment sur l'équilibre des robots dans le cas d'appui multicontact, donc pas sur sol plan mais très très générique. Donc un petit rappel sur l'équilibre sur sol plan, on va définir des indicateurs qui vont être soit le centre de masse si le mouvement est assez lent, si on est en quasi statique, soit le zéro moment une ponte, donc le point sur la surface de contact où le moment s'annule. On va regarder cet indicateur et on va voir si le robot est en équilibre, si cet indicateur en fait va rester dans le polygone de sustentation. Polygone de sustentation, c'est l'enveloppe convexe des points de contact sur la surface. Malheureusement là, ce critère il n'est pas applicable quand on a des contacts qui ne sont pas sur le même plan. Par exemple, si vous avez Asimo qui monte les escaliers ici, on ne peut pas définir de polygone ni de ZMP. Et si on a HRP2 qui vient prendre appui ici sur la table, en plus des appuis au sol pour venir mettre un objet ici dans la boîte, on ne peut pas non plus. On ne peut pas utiliser ce critère-là, donc il va falloir définir un critère plus général que celui-là. Donc, je vais d'abord faire un petit rappel en fait, on va dire théorique sur la modélisation des robots, pour un peu poser les choses. Donc pour pouvoir localiser le robot dans son environnement, en général, on va lui associer 6 articulations virtuelles, 3 translations, 3 rotations, qu'on peut voir ici, là, qui vont venir en fait relier le robot à l'environnement, à un repère monde ici. Alors c'est des articulations virtuelles, on les utilise en général pour se localiser, pour définir des trajectoires, des choses comme ça, mais elles restent virtuelles, ce qui fait qu'en fait, elles ne peuvent pas générer de force ni de couple, et elles ne sont pas directement contrôlables. C'est les différents appuis sur le sol, sur l'environnement, qui vont faire évoluer le robot. On ne peut pas directement aller asservir ces variables-là, ces articulations-là. Donc ça, c'est un peu sur l'idée. Donc quand on a modélisé notre robot, il y a des articulations actives, vraiment les moteurs, et des articulations virtuelles liées au fait que notre robot il peut se déplacer. Donc pour caractériser l'équilibre, je vais d'abord présenter une notion, on va dire, théorique de l'état de l'art, de la bibliographie. Donc il y a Hirukawa qui a proposé en fait de surveiller ce qu'il a appelé le contact Branch-Sum lié aux efforts dynamiques et de la gravité qui restent dans le contact Branch-Com. Donc ça, c'est en fonction des efforts de contact, par exemple au pied et ici à la main, donc sur le mur. Il définit une notion que je vais expliquer juste après. Je ne vais pas l'appeler comme ça, mais c'est de là qu'elle vient cette définition. Et donc définit que cette notion-là doit rester dans un cône. Donc en fait, en résumé, il faut qu'il existe des forces de contact, ici à chaque point de contact, qui vont compenser les effets du mouvement, que ce soit de la dynamique et de la gravité, et des forces de contact qui soient faisables, réalisables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que des forces de contact sont faisables ou réalisables? Donc pour ça, en fait, il faut qu'elles respectent plusieurs propriétés, plusieurs contraintes, on dira après. D'abord, c'est la propriété d'unilatéralité. C'est-à-dire que le robot, il appuie sur le sol, il peut exercer un effort sur le sol, mais aucunement, le sol ne peut retenir le contact de lui-même. Le pied du robot n'est pas collé au sol, donc le robot peut appliquer un effort sur le sol, mais le sol ne peut pas retenir le contact du robot. Donc ça s'écrit mathématiquement en disant que l'effort normal, donc Z, c'est l'effort normal en général, du robot sur le sol doit être positif. Ensuite, il y a, généralement quand on définit l'équilibre, on interdit également le glissement du robot sur les appuis, sur les contacts. Et en fait, on va définir le cône de frottement. On va utiliser le cône de frottement ici. Donc, pour chaque point de contact, on va définir un cône dans lequel la force de contact va devoir rester. Si la force de contact est au bord du cône, on peut avoir un glissement. Si à l'intérieur du cône, on n'a pas de glissement. Et en fait, mathématiquement, on va vérifier que l'effort normal, il est supérieur à un coefficient mu qui définit la taille du cône et qui est lié aux propriétés des matériaux du sol et du robot. Et inférieur à l'effort tangentiel, donc ici que j'ai appelé un X et un Y avec l'effort normal dans Z. Donc voilà un petit peu ce que c'est des efforts faisables. Maintenant, comment on va vérifier qu'ils respectent les effets dynamiques? Qu'est-ce que c'est que ce contact Branch-Sum dont Hirukawa a parlé? Donc en fait, on va reprendre le modèle dynamique inverse d'un robot humanoïde, et on va considérer NF, force de contact, linéaire, que des forces en translation, pas de couple. Et donc du coup, voilà, on a NF force qui appartiennent à R3.
Et en fait, le modèle dynamique inverse, il peut se formuler de la forme suivante. Donc on a un terme ici, couple 0, qui est égal à l'accélération, pas l'inertie fois l'accélération, plus les effets des forces centrifuges et coriolistes, de la gravité, et l'impact des efforts de contact. Donc on a juste repris ces notations ici. Alors j'ai juste rajouté ici le petit a et le petit v pour spécifier, pour séparer qu'il y a les articulations actives, celles qui sont contrôlées, celles qui existent vraiment, et les articulations virtuelles. Donc on voit bien que les articulations actives ici vont avoir un couple actif et que les articulations virtuelles vont devoir rester nulles. Et on a ici la jacobienne de l'effort de contact qui peut se décomposer en une jacobienne sur les articulations actives et une jacobienne sur les articulations virtuelles. Donc ça, on peut aussi représenter le modèle sous cette forme-là. Donc c'est-à-dire j'ai mixé ici toutes les matrices, etc. avec juste un vecteur. Donc ici, la taille du vecteur, ça va être le nombre d'articulations actives. Et ici, la taille de ce vecteur-là, ça va être un vecteur de taille 6. On va avoir donc dA et dV qui vont être le vecteur des effets dynamiques sur les couples des articulations actives et virtuelles. Ici, J, I, A, qui est l'effet des forces de contact sur les articulations actives, et JIV, l'effet des forces de contact sur les couples des articulations virtuelles. Et donc, un mouvement qui va être défini par une trajectoire, en fait, pour que le robot reste en équilibre, il faut qu'on arrive à trouver des forces de contact, ici, telles que les effets des forces de contact s'opposent, c'est-à-dire contrequart, soit égal à l'opposé des effets du mouvement sur les articulations virtuelles au niveau des efforts, que tous ces efforts de contact ici, ils soient unilatéraux, c'est-à-dire que que l'effort suivant la normale est positif, et que tous ces efforts de contact restent dans leur cône de frottement. Voilà un petit peu la théorie. Alors, une fois qu'on a écrit ça, en fait, on peut s'apercevoir finalement, ici ce vecteur-là, c'est un vecteur 6, comme j'ai dit tout à l'heure. Ici, en fonction du nombre de forces de contact, donc si on en a rien qu'un pied au sol, on considère qu'il y a les 4 coins par exemple, donc ça fait 4 efforts. On va avoir 3 fois le nombre de forces de contact ici. Et du coup, on va avoir 3 fois le nombre de forces de contact, de composantes d'efforts à trouver, qui vont être égales à 6 contraintes. Donc on va avoir des solutions de cette équation. Il va y en avoir une infinité. Le problème, il n'est pas déterminé. On va avoir une infinité de solutions. Certaines vont produire des forces de contact faisables et d'autres vont produire des forces de contact qui ne seront pas faisables, ce qui ne ramèneront pas l'équilibre. Donc, on va essayer de trouver quelles sont ces forces. Par exemple, ici, si un point important, donc si vous regardez ici un petit peu la position de l'araignée qu'a cet enfant, si la pose au niveau articulaire est la même, mais qu'il n'y a pas d'effort de contact, il est évident que cet enfant va tomber. Pour qu'il tienne en équilibre ici, il faut vraiment qu'il appuie sur ses deux mains et sur ses deux pieds pour faire ça, alors que sa pose est la même. Donc on va bien avoir une infinité, un grand nombre en tout cas, de forces de contact possibles. Certains vont amener à l'équilibre. Si on appuie suffisamment fort des deux côtés, on ne va pas tomber. Par contre, si on n'appuie plus du tout, la gravité va nous faire glisser sur les contacts et on va tomber. Voilà. Donc, on va avoir des efforts également internes qui vont être différents pour la même posture, puisque ces efforts ici les efforts de contact vont se répercuter sur les couples des articulations actives. Et donc, il faudra aussi déterminer ça. Donc, pour qu'un système, un humain, un robot soit en équilibre, il faut trouver des forces de contact qui vont compenser les effets de la dynamique, respecter la contrainte unilatérale. Le contact ne peut pas être collé ni fixé au sol dans le cas d'un système mobile, et qui vont interdire le glissement. Donc on va un petit peu faire un aparté là sur cette contrainte du glissement. Donc ici j'ai représenté la contrainte sur le cône de frottement, donc en supposant que la force en Z c'est la force normale à la surface de contact. Donc on a que la force en Z au carré doit être supérieure à un coefficient fois la force tangentielle au carré. Et donc si on cherche à trouver ces forces de contact, en fait on se retrouve avec un problème avec une contrainte quadratique. Et ça, c'est pas super facile à gérer. On préfère en général avoir des contraintes linéaires pour trouver une solution. Donc, en fait, ce qu'on va généralement faire quand on va faire les calculs, c'est qu'on va discrétiser le cône de frottement. Donc, un cône vraiment continu. On va se discrétiser en plusieurs facettes.
Donc j'ai donné ici un M, un nombre de facettes, comme on voit ici. Donc ici M égale 5. Donc le cône vraiment continu, on va le discrétiser par des facettes. Il faut que l'effort de contact, s'il est dans ce cône discret, cette cône facettisée, il va aussi être dans le cône général. Donc pour cela, en fait, on va définir des vecteurs unitaires suivant chaque arête. Et la somme, la force de contact en 3D, ça va être la somme de coefficients βj fois ces vecteurs unitaires. Si en fait tous les coefficients βj sont positifs, on peut démontrer que l'effort de contact, l'effort résultant, va être dans ce cône de frottement discret et donc dans le cône de frottement général. L'inverse n'est pas, la réciproque n'est pas vraie. Hein. Tous les forces de contact qui sont dans le cône ne sont pas forcément avec des coefficients βj positifs. Mais voilà. Donc si on trouve des coefficients βj positifs, on est sûr que que les forces sont dans le cône de frottement. Voilà un petit peu sur la partie théorique. Je propose de faire un petit exercice, c'est déterminer est-ce que ce robot-là peut être en équilibre ou pas. Donc je vous rappelle, hein, le peut être, c'est qu'on a une posture. Cette posture va nous donner des points de contact, concrètement, des configurations des articulations. Mais il faut avoir généralement des efforts internes. Pour certains efforts internes, on va pouvoir rester en équilibre. Pour d'autres, on va peut-être glisser ou basculer autour d'un point de contact. Donc voilà, donc un petit robot quadrupède, des points de contact. Est-ce qu'on peut trouver des forces de contact qui vont vérifier que l'équilibre est fait, au moins statique. Donc pour ça, en fait, on va définir plusieurs points de contact. Donc c'est un quadrupède, donc j'ai mis 4 pattes. 1, 2, 3, 4. Avec la position ici des points de contact. Donc si vous voulez essayer de faire cet exercice, je vous donne les hypothèses de travail. Après, vous pouvez faire pause à la vidéo et essayer de le résoudre, il n'y a pas de souci. Et après, je vous donne la solution. Donc je vais définir d'abord les hypothèses. Donc voilà, on a les valeurs des points de contact. On a un centre de masse avec une masse qui vaut 10. Bon, ici, c'est pas super important, la valeur de la masse, mais bon, elle vaut 10. On a un centre de masse qui est à 0,4. Donc le 0, on considère que le 0, il est à peu près ici. Et on a une hauteur du centre de masse qui est à peu près à 1 mètre. Donc un beau quadrupède déjà. Donc on va définir des efforts unitaires, donc des vecteurs unitaires pour les forces de contact. Donc on en définit deux ici, vu qu'on est en 2D, deux suffisent pour définir les forces de contact. Donc on a FA, FB, SC, FD, FE et FF. Ici on n'a pas de force de contact, donc on n'a pas besoin de les définir ça. Avec, donc dans les équations que je vais prendre le formalisme général. Donc défini ici par un vecteur unitaire, et donc la norme de ce vecteur doit être égale à 1, forcément. Donc pour faire simple, j'ai mis des valeurs numériques ici pour les applications à la fin. Donc le vecteur FA, en gros, c'est un angle de 30 degrés par rapport à la verticale, et FB, c'est 30 degrés par rapport à l'horizontale. Et les deux angles ici sont à les deux angles des efforts ici sont à plus ou moins 45 degrés. Voilà. Donc l'objectif du problème, c'est trouver des efforts de contact, donc une répartition des coefficients dans le cône de frottement ici. Trouver ces coefficients-là, tels que les efforts dus à la gravité, les efforts sur le plan horizontal se compensent. Pareil pour les efforts verticaux. Et aussi, on a aussi une contrainte sur le moment. Et on va imposer que la force F1, donc en 3D, ça va être bêta A fois FA, plus bêta B fois FB, etc., etc. Voilà, donc là, vous pouvez essayer de faire pause à la vidéo si vous voulez, essayer de le faire. Voilà, je suppose que vous l'avez fait, enfin, que vous faites quand vous voulez, et je vais avancer. Donc, sur ce problème ici, vous voyez bien qu'on a 6 variables, 3 contraintes, donc finalement, on peut avoir une infinité de solutions. On peut en avoir qu'une aussi, vraiment si on est dans un système un peu mal déterminé. On peut vraiment aussi en avoir 0. Si ça voudrait dire si on en a 0, ça veut dire que le système ne peut pas être en équilibre, concrètement. Donc pour gérer cette infinité de solutions possibles, en fait on va essayer d'harmoniser la répartition des forces de contact entre elles et essayer de les avoir le plus au centre possible du cône de frottement. Et pour cela on va choisir donc du coup de minimiser tout simplement la somme des coefficients des variables au carré, ce qui devrait permettre d'essayer d'avoir le cône, du coup les variables au carré qui sont à peu près toutes de la même norme, de la même valeur, et c'est d'avoir du coup les efforts le plus au centre possible du cône de frottement.
Voilà, donc on a un peu toutes les variables ici, donc on va commencer la résolution. Vous pouvez encore une fois vous arrêter là, enfin faire pause à la vidéo et essayer de le faire, hein. Je vais vous donner la solution. Alors je vais essayer beaucoup de travailler avec des variables littérales, hein. Concrètement les équations je les rentre après dans un petit programme, Scilab, MATLAB ou autre, hein, ou du C, il n'y a pas de problème. Et après je lance la résolution sur ça. Et ça me permet en gros d'avoir un résultat si je viens changer les variables, les valeurs, etc. des coefficients. Ça, le calcul il est toujours valable. Voilà, donc je rappelle que finalement les efforts de contact F1 suivant X, ça va être bêta alpha AX plus bêta B alpha BX, etc. De même pour F3, F4 et pour les composantes en Y. Donc si je regarde la première contrainte, F1x plus F3x plus F4x égale 0, donc la contrainte qui va nous dire que les efforts suivant l'axe horizontal doivent être compensés. Donc on a qu'à tout simplement remplacer ici les valeurs de F1x par leur expression. Et en fait on va pouvoir mettre cette contrainte sous la forme ici. Ce qu'on cherche, donc les variables, va être multiplié à gauche par un vecteur ligne qui correspond tout simplement à la configuration actuelle des points de contact. Et ça égale 0. On va faire la même chose pour les composantes verticales. On va détailler, on va nous donner du coup une équation. On a toujours les variables qui correspondent à la posture des contacts, à la configuration des contacts actuels. Nos variables qu'on cherche à trouver, c'est-à-dire celles qui transcrivent les efforts de contact, qui doivent compenser les effets de la gravité. Et ici, pour le couple, on a la même chose. Donc, on peut ici mettre des variables, enfin, on peut factoriser par les variables. Donc, le delta A, c'est cette variable-là, le delta B, etc., c'est aussi cette variable. Donc, au final, en fait, on va pouvoir écrire ces trois contraintes sous la forme d'une multiplication de matrice. Donc, une matrice 3 lignes, 6 colonnes, fois nos 6 paramètres, qui est égal à un vecteur 3 lignes. Donc de cette matrice-là, finalement, on peut la découper en deux, hein. On a la partie sur les 3 premiers coef, ici, plus la partie sur les 3 derniers coef, qui va être égale toujours au même vecteur. De là, en fait, on va pouvoir déterminer un lien entre ce premier vecteur et ce deuxième vecteur ici. Donc les matrices qui sont ici et ici, finalement, je les renomme matrice ABC, parce qu'elles sont fois le vecteur ABC, matrice DEF fois le vecteur DEF. Et en fait, on peut montrer que ce vecteur ici, bêta D, E et F, peut se calculer à partir du vecteur des parties A, B et C. Donc il suffit simplement de faire passer cette matrice-là de l'autre côté et de multiplier à gauche par l'inverse de cette matrice ici. Et on obtient le résultat. Du coup, ce calcul ici, on peut le représenter comme un vecteur. Donc mu D, mu E, mu F. Donc ce vecteur ici qui correspond à l'inverse de la matrice DEF fois le vecteur de compensation. Et cette matrice ici qui correspond à l'inverse de MDEF fois MABC avec le signe moins sans l'oublier. Voilà, donc on a ici, on peut la représenter comme ça. Donc on a un lien entre ces coefficients ici, c'est-à-dire que si je les connais, les coefficients bêta A, bêta B, bêta C, je vais pouvoir calculer bêta D, bêta E, bêta F. Donc on a donc réduit l'espace de recherche de 6 dimensions ici à 3. On a 3 contraintes égalité, on avait un espace de 6 dimensions à la base, donc on se retrouve finalement à chercher la solution dans un espace à 3 dimensions. Et donc comme on a finalement plus qu'à trouver ces 3 dimensions, dans ces 3 dimensions sans contrainte, puisqu'elles sont gérées par la réduction de l'espace, on va considérer ce critère qui va être la somme au carré de toutes ces variables. Donc celle-là qui va être A, B, C, qui va être celle qu'on va chercher, et DEF, celle qu'on va déduire en connaissant ABC. Donc un petit rappel, le critère va être minimum si tout simplement le gradient par rapport à bêta A, B, C il est égal à 0. Donc si je calcule ce gradient, par exemple si je prends n'importe lequel ABC, bêta I, la dérivée ici ça va être 2 fois la dérivée de bêta sur bêta I fois bêta, etc. Donc cette somme là. Le 2 fois, il ne nous sert à rien, parce que 2 fois quelque chose égale 0, il faut servir au même que trouver que le quelque chose égale 0. Donc on va essayer de calculer ces termes ici. Pour A, B et C. Donc je vais vous montrer comment faire pour A, et puis on va en déduire une forme générale pour B. Donc on va commencer par regarder le paramètre bêta. Donc si on regarde un petit peu, on va regarder la dérivée de bêta par rapport à bêta fois bêta, etc. pour tous ces termes ici.
Donc déjà, bah, ça c'est assez évident, la dérivée de bêta par rapport à bêta c'est égal à 1. On va avoir une fois bêta. Comme bêta B et bêta C sont des variables de recherche à optimiser, bah, elles ne dépendent pas de la première variable, donc c'est égal à 0 ici. Et ici on va avoir la fonction en fonction de bêta B, bêta D, pardon. Donc si je reviens un petit peu en avant, ici on voit que bêta D ça va être mu D plus oméga DA fois bêta A, plus oméga DB fois bêta B, plus oméga DC fois bêta C. Donc ici ce qu'il y a dans la parenthèse c'est bêta D. Et la dérivée de bêta D par rapport à bêta A, bah, ça va être le terme ici oméga DA. Pareil pour bêta E, pareil pour bêta F. Donc la dérivée de bêta, la dérivée du critère par rapport à bêta A, ça va être cette équation ici qui doit être égale à 0. Donc si on fait la même chose pour les trois variables, en fait on va pouvoir avoir un système d'équations qu'on peut mettre sous la forme ici. Donc on va avoir bêta A, bêta B, bêta C plus une matrice fois le vecteur ici, la matrice, le vecteur égale 0. On va essayer un petit peu de la mettre sous une forme un peu plus sympa. Donc cette matrice ici, qui est la même ici, je vais l'appeler oméga, grand oméga. Donc on a le vecteur des paramètres qu'on recherche, plus oméga transpose, multiplié par le vecteur mu D, mu E, mu F, fois la matrice, fois les paramètres égale 0. Donc ça, on peut factoriser les paramètres. On peut passer ce vecteur ici constant de l'autre côté et on va avoir donc une grosse matrice fois nos paramètres égale à un vecteur. On a juste à inverser cette matrice pour trouver ce vecteur ici. Et ça, donc du coup, si on le fait dans notre cas, on va obtenir des valeurs de bêta A, bêta B, bêta C. Et avec l'équation d'avant, on va pouvoir trouver bêta D, bêta E, bêta F. Donc on trouve ces valeurs-là, donc on voit que les normes sont à peu près, voilà, c'est à peu près cohérent. On a essayé de minimiser la somme des coefficients au carré. Donc on a des choses d'à peu près du même ordre de grandeur, donc ça c'est plutôt bien. Le problème c'est qu'on a bêta C qui est négatif. Donc la solution, ce qu'on appelle la solution libre, c'est-à-dire sans les contraintes sur les paramètres, donc ces paramètres doivent être positifs, elle viole cette contrainte-là. On va donc considérer que la solution est à la limite de la contrainte. En gros, on va considérer bêta C égale 0. Donc on va reprendre cette formulation ici, on va considérer que bêta C égale 0. Donc si je reprends l'équation d'avant, on a nos paramètres égale moins une matrice à inverser fois un vecteur. Donc si je l'écris comme ça, on a nos paramètres, une matrice à inverser fois un vecteur. Si je veux rajouter cette contrainte ici, on va essayer de formuler ça. Donc ça c'est complètement équivalent à avoir la matrice fois le vecteur des paramètres égale un vecteur constant. Maintenant, si je veux rajouter ma contrainte, le fait que bêta C soit égal à 0, je vais simplement changer la dernière ligne ici et la valeur ici pour dire que 0 fois bêta A plus 0 fois bêta B plus 1 fois bêta C égale 0. Donc on va avoir une nouvelle matrice, on va juste changer la dernière ligne et un nouveau vecteur, on a juste changé la dernière ligne pour inclure cette contrainte. Du coup, on la repasse de l'un côté en l'inversant et on peut trouver des valeurs de bêta A, bêta B, bêta C. Donc quand on refait ça, on a des nouvelles valeurs ici. Où bêta C est forcément négatif, enfin nul, pardon. Et on n'a plus aucune valeur négative, donc on a bien trouvé la solution de notre problème à résoudre. Donc on a bien avoir les coefficients ici qui sont en lien avec les forces de contact. Et on peut représenter ces forces de contact sur le graphique ici. Donc on a un coefficient bêta A et un coefficient bêta B. Bêta B, donc là, les forces de contact c'est la somme des deux. On n'a pas de coefficient bêta C qui était le vecteur unitaire en lien avec le vecteur unitaire ici qui descendait, donc dans cette force-là. Et on a un bêta E et un bêta F qui va nous donner la quatrième force de contact. Voilà pour ce petit exemple. Donc en résumé, quand on est sur du multicontact, c'est beaucoup moins évident de dire je peux garantir l'équilibre ou pas. En fait, il va falloir trouver des forces de contact qui vont garantir l'équilibre. Voilà, sur Sol Plan, c'est en lien avec le centre de masse ou le ZMP. Il n'y a pas du tout d'idée de force de contact, même si les deux pieds, même s'il y a des efforts internes pour un contact les deux pieds au sol, concrètement on peut avoir des efforts internes, mais ça n'a pas d'impact sur l'équilibre. Quand on est en multicontact, il y a les efforts internes qui vont jouer. Voilà, j'espère que cette vidéo a été à peu près claire, et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.